J'ai travaillé au département de physique de Princeton en 1979, où beaucoup de mes collègues étaient lauréats de prix Nobel. Je peux donc dire que je sais comment cela fonctionne de l'intérieur, quels sont leurs objectifs, leurs motivations, et comment sont empêchés des développements comme ceux potentiels dans l'énergie libre. La raison pour laquelle nous ne faisons pas un usage pratique de ces sources d'énergie, elles sont tout simplement réprimées, supprimées. Les gens qui travaillent sur ces choses sont soit menacés, assassinés, manipulés ou achetés. Quand quelqu'un est sur le point de mettre en pratique ces découvertes, c'est là que les groupes menaçants interviennent. Et cela s'est produit à maintes reprises. J'ai pour ma part conseillé un certain nombre de candidats à la présidence des États-Unis, comme Jesse Jackson, sur la conversion de l'énorme capacité aérospatiale dont nous disposons à des fins pacifiques, ou sur le développement d'autres programmes qui seraient utiles au public et pas seulement à cette élite avide. Mais si nous parlons de remplacer une industrie énergétique de plusieurs milliards de dollars, hautement polluante, par une énergie propre, bon marché et décentralisée, alors nous parlons d'un changement total de paradigme. Et le pouvoir en place ne veut pas cela. Au départ, j'ai obtenu mon doctorat à Berkeley, en astronomie et sciences planétaires. Je m'étais même préparé à aller sur Mars. Ma thèse de doctorat était sur Mars et j'avais été sélectionné pour faire partie du programme. Comment êtes-vous passé du programme d'astronaute à professeur en université ? Eh bien, le programme a été annulé au moment de la guerre du Vietnam. C'est alors que Carl Sagan m'a appelé depuis l'université de Cornell pour me demander de le rejoindre à la faculté. J'ai donc accepté l'offre et passé de nombreuses années à cette université, au département d'astronomie et de sciences planétaires. À un moment, il semble que vous soyez éloigné de Carl Sagan. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui. Carl était très en colère lorsque j'ai décidé de quitter l'université. Mais je commençais à ce moment-là à m'intéresser à d'autres sciences, également aux phénomènes OVNI et à découvrir des dissimulations. Et la vérité, par mon expérience directe en tant que chercheur, n'étant plus autant redevable des financements de la NASA. J'ai également pu vérifier certains travaux de Carl, et j'ai vu de mes propres yeux le cas du célèbre visage de Sidonia sur Mars, photographié par Viking en 1975. J'ai été alors très déçu de voir que non seulement Carl avait tort, mais qu'il avait aussi falsifié des données. Il a publié une photo du visage dans le magazine Parade, un article populaire disant que le visage était finalement une formation naturelle. Or, il avait modifié la photo pour qu'elle ne ressemble plus à un visage. J'ai donc commencé à réaliser directement, d'un point de vue scientifique et pas seulement par ouï-dire, que cet homme collaborait avec la NASA et qu'il y avait plus derrière ses découvertes. Puis quand j'ai commencé à étudier ces choses, comme le MJ12 et d'autres organisations qui dissimulaient volontairement le phénomène OVNI, Carl, à ce moment-là, faisait également partie du comité, comme un certain nombre de personnes notables. Il y a eu par exemple ce rapport publié par la Brookings Institution en 1961, au moment où je le fréquentais. Et la recommandation faite au gouvernement était de dissimuler le phénomène OVNI et de garder ces choses secrètes. Je me suis donc à ce moment-là retrouvé sur un terrain étrange entre deux zones. D'un côté, des gens extérieurs au système qui faisaient de bonnes déclarations et observations, comme Dick Hogland, et de l'autre, j'utilisais des méthodes scientifiques strictes pour aborder ces questions. Mais ensuite, des collègues scientifiques m'ont également rejoint et nous avons commencé à faire des travaux ensemble, comme le docteur Marc Carlotto, scientifique en imagerie, professeur Stan McDaniel, président du département de philosophie de Sonata State, Dr Horace Crater, professeur de physique à l'université de Tennessee, et le regretté Dr Tom Van Fladen. J'ai aussi dû continuer à travailler. J'ai par exemple trouvé un poste avec des applications scientifiques, mais là encore, il s'est avéré être un autre groupe de ces bandits du Beltway, un groupe à programme à budget noir classifié.
Était-ce ce qu'on appelle le SIC? Oui, c'est ça, c'était le SIC. Mais j'ai refusé de travailler pour l'armée, même pour faire des satellites de surveillance. J'étais un militant contre la guerre du Vietnam à cette époque. On m'a donc également proposé de faire cela, mais j'ai refusé. D'un autre côté, cela m'a aussi valu des problèmes de refuser de travailler pour eux. Car lorsque des organisations à budget noir classifié ont essayé de me recruter et que j'ai refusé, il y a eu des conséquences assez graves. Sans rentrer dans les détails, disons que j'ai réalisé que j'étais bien naïf depuis 20 ans, alors que je pensais pouvoir organiser des conférences, réunir des chercheurs pour parler d'une manière unifiée, alors que cela n'était pas du tout apprécié par les pouvoirs en place. Cependant, j'ai continué à essayer, petit à petit, scientifiquement, et nous nous sommes quand même réunis, mais cela a pris du temps. Nous avons été entre-temps divisés, parfois dominés. J'ai donc cofondé l'organisation que nous avons appelée Association internationale pour la nouvelle science. Nous avons organisé des conférences annuelles entre 1989 et 1999 sur notamment l'énergie libre, la recherche sur les ovnis et des sciences paranormales. Nous avons fait appel à certains des meilleurs scientifiques dans chacun de ces domaines. J'ai dirigé un certain nombre de groupes scientifiques aussi pour essayer de divulguer certaines informations sur le domaine ovni-ufologique. C'est à cette époque aussi que j'ai commencé à découvrir tous les projets secrets, ce qui se passait vraiment et cette dissimulation massive en cours. C'est donc à cette époque que vous avez senti qu'il y avait comme une attaque contre vous de la part de ce gouvernement? Oui. Disons que j'ai vécu des situations menaçantes à cause de certains de mes travaux. Ils ont aussi fait disparaître des rapports de mes travaux scientifiques passés pour me discréditer. Mais cela est également arrivé à beaucoup de mes collègues. Pendant que je faisais des efforts pour unifier des scientifiques et pour qu'ils s'expriment librement. Nous avons donc souffert de ce genre de choses. Vous n'avez pas vraiment arrêté de faire des conférences malgré tout, il me semble. Non, c'est vrai, j'ai continué. Et je crois que vous avez côtoyé Eugène Maloff, n'est-ce pas? C'est vrai, je peux vous raconter brièvement l'histoire. Il était le rédacteur scientifique en chef du MIT. Il avait un doctorat et était aussi un écrivain brillant. En 1989, Stanley Pons et Martin Fleischmann, deux chimistes de l'université de Utah, ont affirmé avoir fait une découverte révolutionnaire appelée fusion froide. Lorsqu'ils mettaient une cathode de palladium dans une solution d'eau, des réactions nucléaires assez étranges se produisaient dans la cathode pour créer de l'hélium, en libérant de l'énergie thermique qui n'était pas radioactive. Il s'agissait essentiellement, apparemment, d'une fusion à température ambiante, différente de la définition traditionnelle de la fusion. Et donc ce qui s'est passé, à nouveau un genre de bataille philosophique. On avait alors qualifié cela d'hérésie scientifique. Les physiciens de la fusion à chaud, qui contrôlaient en grande partie le département de l'énergie, le MIT, le Caltech, et d'autres se sont immédiatement regroupés et ont essayé de discréditer cette découverte. Au départ, Maloff s'est penché dessus et, comme nous tous, par prudence, avait estimé que probablement ce type était fou. Puis, il a rejoint les scientifiques du MIT et c'est là qu'il a découvert, à sa grande surprise, que l'expérience en cours de réplication de la fusion pouvait fonctionner. Non seulement ceux chargés de la réplication n'étaient pas assez bons, ils étaient des physiciens nucléaires, ce qui est un domaine différent. En plus, Maloff a également découvert lui-même que ces physiciens modifiaient leurs données pour faire croire que cela ne fonctionnait pas, alors que les données déjà présentes montraient le contraire. Puis ils ont maintenu leur version. Donc cela a motivé Maloff à rétablir la vérité ensuite, en écrivant un article rectificatif pour révéler les vrais résultats. Et c'est là qu'il a été immédiatement renvoyé du MIT. C'est ce qui l'a ensuite conduit et motivé à lancer le magazine Infinite Energy, puis à devenir un pionnier et défenseur non seulement de la fusion à froid, mais aussi ensuite du potentiel d'énergie du vide et de diverses formes de découvertes basées sur l'hydrogène.
Question, et vous avez aussi écrit des articles pour son magazine, n'est-ce pas? Oui, et c'était un magazine, je pense, qui pourrait rester dans l'histoire comme l'un des plus révolutionnaires et des plus importants de notre temps. Il écrivait des éditoriaux assez cinglants sur la façon dont les communautés scientifiques actuelles sont embourbées dans ces questions comme l'énergie libre. Et il a, j'en suis sûr, fait trembler beaucoup de personnalités avec son travail. Mais malheureusement, la suite fait maintenant partie de l'histoire. En 2004, des brigands ont fait irruption dans sa maison et l'ont brutalement assassiné. Il est dit que nous ne connaissons pas la cause, mais je pense que nous connaissons tous le mobile. C'était une coïncidence trop évidente à savoir qu'il faisait beaucoup de bruit. Sa disparition a été un grand choc pour moi, car il était comme l'un de mes héros. Donc, quand vous voyez vos héros vivre à votre époque, des gens avec qui vous avez eu un lien étroit et intime disparaître soudainement, cela suscite votre inquiétude. Est-ce à ce moment-là que vous avez choisi de quitter les États-Unis? Parce que ici nous sommes en Équateur actuellement. C'est l'une des raisons, oui. Une des autres raisons est aussi simplement pour prendre ma retraite. Vous savez, de vivre en paix, en harmonie, tout en continuant à faire mon travail. J'écris des livres et je continue à organiser des conférences. C'est ce que j'ai l'intention de continuer à faire. Mais je suis aussi content d'être ici. C'est tellement paisible et vous savez, j'espère juste qu'ensemble, nous pourrons créer un nouvel avenir brillant qui aura la possibilité d'aller de l'avant. Et je pense que c'est l'un de mes principaux messages maintenant. C'est que les gens doivent devenir plus conscients. Parce que la logique seule et le bon sens nous demandent de ne rien laisser de côté. Dans la recherche de sources d'énergie propre pour notre avenir, nous ne devons rien laisser de côté. Nous ne devons pas non plus négliger nos investigations sur les phénomènes extraterrestres, car nous pouvons en apprendre beaucoup et nous aider à l'avenir à mieux nous orienter, au lieu de laisser ce domaine aux seules mains des programmes à budget classifié secret et de ces gens qui veulent dissimuler les choses. Le grand public n'est pas encore conscient, il ne sait pas que l'énergie libre ou solutions énergétiques sont là et que cela pourrait être le saint graal de notre époque. Et bien sûr, c'est là qu'intervient le nom de votre émission, Camelot. C'est la quête du saint graal. Eh bien, je pense que le saint graal a été trouvé, c'est juste que la plupart des gens ne sont pas encore au courant.